Jeudi 3 juillet 2014, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous pour suivre cette édition, mais d'abord les titres. Quelques jours après l'annonce de la levée de son immunité, l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, s'est prononcé après sa rencontre avec le président Issoufou Mahamadou. Le problème foncier prend d'ampleur de plus en plus à Niamey. À suivre dans ce journal un dossier sur cette question. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture. Audience accordée hier par le président de la République Issoufou Mahamadou à l'ancien président Tanja Mamadou. Rien d'assez extraordinaire si elle intervenait de manière régulière. Mais comme tel n'en est pas le cas, notre reporter Issa Hamidou Meyaki a jeté un regard sur cette entrevue Issoufou Tanja. C'était l'information phare de la journée du mercredi 2 juillet 2014. Le président Tanja chez le président Issoufou, ou pour coller à l'actualité le président Issoufou qui reçoit le président Tanja. Mais puisque rien n'a filtré de cette rencontre, alors questionnons-nous. Et deux interrogations majeures, voire essentielles, se dégagent de cette rencontre, Tanja Issoufou, ou si vous préférez, Issoufou Tanja. Qui a sollicité l'audience et pourquoi? Contrairement aux années où Issoufou avait ses entrées chez le président Tanja et suivant un calendrier bien établi, qui n'en est plus le cas de nos jours, le président Issoufou, qui doit bien s'en rappeler, a accepté de recevoir en audience le président Tanja après avoir d'abord opposé une fin de non-recevoir à la demande formulée par les Tanja pour une convocation du Conseil de la République, comme pour signifier qu'il est toujours disposé à recevoir Tanja, mais sans qu'aucune autre marque ou qu'aucun autre signe perceptible des Seyni, Hamma, Ousmane n'y soit associé à la démarche. D'ailleurs, une première initiative propre et émanant de la seule volonté de Tanja n'a pas été refusée par le président Issoufou lorsqu'il s'était agi pour Tanja de faire part au président Issoufou d'un voyage sur le Maroc pour son bilan de santé. Et effectivement, à voir l'image, la posture et la mine du président Tanja, tout laisserait à penser à une audience demandée par ce dernier pour signifier au président Issoufou qu'il se prépare une fois encore à ce voyage du royaume chérifien. Il n'y a donc qu'à se féliciter de cette entrevue Tanja Issoufou. Une entrevue qui nous a fait voir le nouveau look arboré par le président Tanja, coiffé d'un chapeau qu'on ne lui connaissait pas. Ce qui n'est certainement pas passé inaperçu aux yeux du président Issoufou, qui pour une fois a la chance et la possibilité d'avoir de quoi rigoler ou même de se marrer d'un Tanja qui aimait bien lui le faire chaque fois qu'il en avait l'occasion. Pour la première fois après l'annonce de la levée de son immunité, l'ancien président de la République, Mamadou Tanja, s'est prononcé sur la question. Dans une interview en langue après son audience avec le président de la République, Issoufou Mahamadou, Tanja Mamadou a fait cette déclaration. Naji kaman a rediyo ana faɗi a faɗin duniya da cewa Muhammadu an ɗaga masa rigansa na kariya yanzu baya da kariyar komi. Subhanallah, ni Muhammadu rigata ta kariya ba rigan tela ba ne. Allah ya mun ita kuma tana wuya na kotu koli na ƙasa an kai magana kamar Muhammadu akan sha'anin kuɗin miliyar 400 nan sun yi bincike. Elle défraie toujours la chronique au Niger, c'est l'affaire des bébés importés. Après l'intervention de l'avocat de deux femmes présumées coupables de supposition d'enfants et la sortie du procureur adjoint de la République, Maître Mossi Boubacar, avocat des bébés importés, donne sa version des faits. C'était dans un point de presse qu'il a animé ce matin. Le résumé avec Abdelrazak Idrissa et Aboubakar Souley. Dans tout dossier judiciaire dans lequel c'est le parquet qui poursuit, c'est l'intérêt de la société ou de certains des membres qui y vivent que l'on cherche à préserver.
Mais pour celui-ci, l'affaire du trafic de bébés, Maître Moussi Boubacar n'y voit aucun, surtout pas celui de ses clients que sont les 10 bébés. À supposer, comme je l'ai dit, que c'était vrai. Si tel est que leurs mamans ne sont pas les vraies mamans, vous allez prendre ces enfants-là, vous allez les jeter à la mer, vous allez les brûler, vous allez les jeter dans un puits. Où se trouve leur intérêt? Quand ces enfants vont grandir et savoir, voilà les conditions, voilà leurs vraies conditions, parce qu'ils vont le savoir. Ça veut dire que ce sont des enfants qu'on stigmatise. C'est des hommes, des futurs hommes qu'on stigmatise à jamais. Vous en faites des victimes à jamais. Quand le juge a commencé à mettre ses mamans en prison, je lui ai posé la question, monsieur le juge, qui est-ce que vous emprisonnez dans ça? Les mères ou les enfants? Sans sourciller et dans le cynisme total, il me dit c'est les mères qui l'intéressent. Ça veut dire que les enfants n'ont qu'à aller se faire voir. L'intérêt est donc ailleurs, lui-même ne semble pas le savoir. Dans tous les cas, dit-il, il ne profite pas fondamentalement à la nation. Maître Moussi relève par ailleurs que le parquet, dans sa dernière sortie médiatique, a mis de côté les principes élémentaires de toute procédure judiciaire. Le procureur a fait une violation du secret de l'instruction. L'intervention est une violation flagrante du déroulement ou du secret de l'instruction. Ça, c'est une deuxième chose. Les faits qu'il a révélés n'ont rien à voir avec la réalité de l'affaire. Et c'est pour cela que je me suis senti en devoir d'intervenir pour rétablir la vérité. Et dénoncer que le procureur ici a violé le secret de l'instruction, a violé la présomption d'innocence et a violé la Constitution. Parce que notre Constitution, en son article 20, stipule que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Or, quand vous entendez le procureur, c'est comme si les gens là sont condamnés, ils sont coupables. Dans l'opinion, qu'ils sont coupables. L'avocat des bébés s'est toutefois félicité de la relative prudence avec laquelle les acteurs de la société civile appréhendent cette affaire qui est un montage selon lui. Il demande par la même occasion aux prédicateurs d'éviter de se faire manipuler pour des buts inavoués. La deuxième édition du concours de lecture du livre Saint ou Moussabaka a débuté ce jeudi au groupe de presse Labari. Une Moussabaka pas comme les autres, celle-ci est destinée aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Une soixantaine de candidats inscrits pour cette édition. Reportage Biba Dangoringo et Ibrahim Abdou. Aider les jeunes à mieux apprendre la lecture du Saint-Coran, tel est l'objectif à viser à travers cette Moussabaka qu'organise le groupe de presse Labari dans ce mois béni. Voilà 2 ans déjà que le groupe Labari offre cette chance aux enfants âgés jusqu'à 10 ans. La première catégorie est celle des enfants de 7 ans et moins, qui compétissent pour la maîtrise du premier Izihi et le second groupe de 7 à 10 ans, réservé pour le 2 Izihi. in kulli su nan radio television labari ba mu musabaka da mayan mutane duka gaba ɗaya mun zaɓi ne yara 'yan ƙanana saboda mahimmanci yara su ne mayan gobe saboda haka muka zaɓi yara 'yan ƙanana masu shekara. L'importance de cette Moussabaka pour les enfants est grande. Ce concours de la lecture du Saint-Coran, c'est une opportunité donnée aux enfants une fois par an pour juger leur niveau de maîtrise des versets coraniques. C'est une bonne chose pour ces enfants. Ici, on prend les petits enfants de moins de 7 ans et de 7 à 10 ans qui sont au nombre de 60 répartis en 2 catégories. Wanda za su hizbi guda biyu muna da yaro wajen 30 suma jimilla su zai baku yaro 60 su ne za su yi musabaka ta bana a kan alkur'ani mai girma. La musabaka de Labari débute le 5e jour du Ramadan et durera 10 jours.
Difficile de circuler à Niamey après une grande pluie. Automobilistes, motocyclistes et même les piétons ont du mal d'aller d'un point à un autre du fait de l'impraticabilité de route. Une situation qui fait réagir les usagers. Reportage d'Antofo Nassirou et Omar Moussa. La saison de pluie à Niamey rime chaque année avec le sempiternel problème d'évacuation d'eau de pluie sur certaines artères. À l'exemple du tronçon passant derrière le Kogar, le pavé d'Arsalam et le tronçon Kambassora, marché de bétail de Taladje, pour ne citer que cela. Insuffisance ou manque de caniveaux. En tout cas, les usagers ont du mal à circuler à Niamey en cette période. C'est très pénible. Après une pluie, on ne peut pas même circuler sur une moto. C'est un problème, à peu près 3 ans dans un véhicule. La pluie, ça fait du bien, mais pour nous qui circulons là, vraiment, c'est tout un calvaire. Franchement, c'est un calvaire. Après les pluies, en tout cas, il y a certaines routes quand même qui sont inondées. En tout cas, il y a plein c'est presque une mare, hein. Les gens arrivent difficilement à passer. Ne serait-ce que ce matin, quand je venais, j'étais obligé de bifurquer pour prendre une autre voie pour pouvoir arriver à destination, quoi. Décongestionner la circulation ou embellir la ville est important pour une capitale. Mais des travaux doivent être effectués en amont pour une bonne mobilité de la population. Au lieu de faire des échangeurs, mettre des milliards à faire des échangeurs, les sont paisibles. Il faut venir les faire d'un caniveau. Les quartiers périphériques à Niamey, on n'a pas de voie, on n'a pas de caniveau. Vraiment, le gouvernement doit faire vraiment une bonne politique là-dessus. L'appel à lancer, c'est qu'on nous arrange les routes quand même. Une ville comme Niamey, tu ne peux pas quitter chez toi sans te mettre tremper les pieds dans l'eau. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Tous les Nigériens cherchent quand même que la ville de Niamey soit une bonne ville, hein, où vraiment il fait bon de circuler. Surtout les zones très pratiquées. Hein. Ne serait-ce que dans cette zone, la zone, le centre-ville, quoi. Vraiment, il faut que les autorités municipales fassent le maximum pour que les populations puissent circuler après la pluie. Immédiatement après et pendant la pluie, les gens ont énormément de problèmes. Les autorités municipales en cette période de pluie doivent mettre les moyens nécessaires pour au moins curer les caniveaux existants. Les résultats provisoires du brevet d'études du premier cycle, la BEPC session 2014, sont jugés catastrophiques par les acteurs de l'école nigérienne. Plusieurs raisons expliquent ce faible taux de réussite, notamment des irrégularités dans le déroulement de ces examens. Reportage Asma China et Ibrahim Abdou. Les résultats définitifs des examens du brevet d'études du premier cycle session 2014 ne sont pas encore déclarés, mais déjà l'inquiétude s'installe au sein de la communauté éducative. Ces premiers résultats sont très mauvais, sont catastrophiques même, d'après ce que tout le monde dit, et c'est suffisamment important pour que cela inquiète tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par la situation de l'éducation dans notre pays, en particulier la question d'évaluation. Au Niger, nous n'avons jamais caché, par exemple, notre soutien à la réforme des examens, notamment du CFEPD, parce que nous estimons que l'action éducative met au cœur du dispositif l'élève. On ne fait pas l'éducation pour les adultes, on l'a fait pour les enfants. Et lorsque vous mettez en place un bon système éducatif, normalement il n'y a pas de déchets. Normalement, l'évaluation entrant dans l'ensemble du processus devrait pouvoir être assez révélatrice des bonnes performances, de la bonne santé du système éducatif. La particularité des examens du BPC cette année, c'est que des sujets ont été amenés sur des chapitres non vus en classe. Les cas les plus flagrants a été constaté au niveau de physique, c'est que vous avez eu des épreuves de physique qui n'étaient même pas adaptées au programme. Ça, c'est le premier aspect. Quand les enfants ont été soumis à ces épreuves qui n'étaient pas adaptées au programme, qui n'étaient même pas dans les programmes de classe de 3e, parce qu'il y en a des épreuves qui concernent des élèves de seconde, qu'on a donné à des élèves de 3e. Vous voyez, mais en fait,
ce qui s'est passé, c'est que le ministère a voulu se rattraper pendant la correction en amenant lui-même une note pour indiquer qu'il y a par exemple des sujets, des épreuves qui ont été supprimées, alors même que les élèves les ont traités. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que le barème de correction, lui aussi, n'a pas suivi. Il n'a pas respecté également le fait que si vous supprimez au dernier moment, après même avoir soumis les élèves à cette épreuve-là, si vous supprimez des parties, des questions, etc., il faut créer les conditions pour que vous rétablissiez la justice. Et ça n'a pas été fait. Donc, il y a ce genre de problèmes. En anglais, il y a eu des problèmes. Et je veux vous dire que, en attendant que nous fassions un mémorandum de l'État, un état des lieux de la situation, c'est que les épreuves de cette année ont été organisées dans des conditions qui ne rendent pas compte de l'action éducative dans la transparence, dans l'équité et dans la recherche de la performance. Cette situation laisse à penser que certains sujets d'examen n'ont pas été conçus par les enseignants du terrain, c'est-à-dire les enseignants créés à main, toute chose qui est contraire à la pédagogie. Le dossier du jour porte sur le problème foncier, un phénomène qui prend d'ampleur de plus en plus au Niger, notamment à Niamey, la capitale, une situation qui a déjà fait beaucoup de victimes. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Réponse dans ce dossier signé Mahmoud Saleh et Sadoudoumi. Depuis quelques années, les litiges fonciers prennent de plus en plus de l'ampleur au Niger. Des litiges qui sont le plus souvent des sources de conflits interminables. Pour le syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger, cette situation est créée en même temps par les chefs coutumiers, les autorités municipales et le ministère de l'urbanisme. Les litiges fonciers sont entretenus par les coutumiers parce que ça commence de là-bas. Au niveau des détentions coutumières, pour avoir un terrain, il faut avoir une détention coutumière. Il y a des coutumiers qui se permettent de délivrer pour le même terrain 2 à 3 détentions coutumières. Donc vous savez, ça c'est une source de litige. Depuis qu'on a libéralisé les lotissements là, c'est devenu vraiment un problème. Et le problème c'est au niveau des mairies. Normalement, chaque mairie a une commission foncière pour surveiller les lotissements. Mais ces commissions-là, on dirait qu'elles n'existent même pas. C'est le même constat du côté du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger qui estime qu'il est grand temps de mettre fin à ces pratiques qui risqueraient de dégénérer à tout moment. Le problème se loge à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut déplorer la manière dont l'État ou les autorités communales même traitent ces dossiers. D'abord, c'est les autorités communales qui délivrent les actes de cession. Maintenant, vous trouvez des actes de cession vendus à plusieurs personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part il y a une complicité des autorités locales. Deuxième chose, il y a la mauvaise foi aussi des lotisseurs. Parce que les lotisseurs qui font lotir les terrains, et la mairie fait sortir par exemple 1000 actes de cession. Maintenant, vous trouvez chez un lotisseur des actes infinis. Même s'il a vendu, même quand il arrive à vendre les 1000 actes là, maintenant il revient pour lotir encore les places réservées, considérées comme places publiques. Si l'État ne prend pas garde, ça va amener la population à rentrer dedans et il y aura même des conflits. Justement, pour pallier ce problème, les autorités municipales ont engagé des réformes qui visent à sécuriser les actes de cession, mais aussi à créer les conditions afin que les différents acteurs puissent respecter les procédures en la matière. Le conseil de ville, lors de sa dernière session, a eu à se pencher sur la question et des discussions profondes ont été menées. Et il ressort clairement qu'il faut un encadrement public suffisant pour endiguer en tout cas les problèmes fonciers qui émaillent à l'heure actuelle la ville de Niamey. Quand des lotisseurs privés, certains apportent des plans et ces plans-là souvent ne sont pas respectés sur le terrain, vous conviendrez avec nous que quand il y a problème, on ne va pas l'imputer à la ville de Niamey. C'est pourquoi, en tout cas, nous sommes en train de prendre des mesures pour qu'au niveau des lotisseurs privés, premièrement, qu'ils puissent nous donner leurs plans de lotissement qui sont réellement implantés sur le terrain,
qu'ils puissent respecter les cahiers de charges. Parce qu'il y a des cahiers de charges qu'ils doivent respecter, notamment la viabilisation des parcelles, notamment l'implantation des parcelles avant toute vente, notamment le respect des superficies en termes d'équipement, en termes d'habitat, en termes de voirie. Toutes ces questions-là sont des questions épineuses. Nous avons pris la décision de faire des actes de cession que nous avons qualifiés d'infalsifiables, dans la mesure où il y a un certain nombre de configurations sur cet acte de cession-là qu'on ne retrouve pas chez un particulier qui ne l'a pas commandé. Et c'est des commandes spéciales, ce qui fait que, en tout cas maintenant, au moins nos actes de cession, il y a une forme de sécurisation. Espérons que nous acheminons vers le règlement définitif des litiges fonciers qui aujourd'hui sont la cause de plusieurs arrestations et des conflits entre les ayants droit, les chefs coutumiers, les lotisseurs privés et même les autorités municipales. L'ex-président français Nicolas Sarkozy était placé en garde à vue pendant près de 15 heures puis mis en examen pour corruption raciale, de violation du secret de l'instruction et trafic d'influence. Selon les analystes français, c'est la première fois qu'un ancien président français est interpellé pendant 2 heures. L'interpellation de Sarkozy devrait-elle inquiéter les dirigeants africains? Réponse avec l'altermondialiste Maman Sani Adamou. C'est quand même Sarkozy qui est à l'initiative de la résolution 1973 qui a abouti à l'assassinat de Kadhafi, à la destruction de l'État libyen, et donc à une même base sur les ressources, sur les fonds souverains libyens qui s'élèvent à plus de 200 milliards de dollars. Sur les fonds, les coffres de la banque libyenne, plus de 160 tonnes d'or. Donc, voyez-vous, face à la crise, vous avez ce type de comportement, mais fort heureusement aussi, vous avez en réaction des gens qui veulent rendre gorge à ce type de comportement, qui veulent défendre l'état de droit, qui veulent défendre la démocratie. Et donc, ce sont ces deux aspects qui me paraissent importants pour un enseignement à tirer en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous sommes habitués à ce type de comportement. Les présidents, même démocratiquement élus, ont tendance à considérer qu'ils sont des monarques. On n'a pas des citoyens, on a des monarques qui considèrent que l'accession à la magistrature suprême leur donne tous les droits. En Afrique, on fait peu de cas des droits des citoyens. On les piétine à tout bout de champ. Mais cela veut dire que, comme en Europe aussi, il faudra s'attendre tôt ou tard à rendre gorge. Il faudra s'attendre à être interpellé, même si ce n'est pas une pratique très fréquente en Afrique. Mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Du sport dans cette édition, et c'est pour parler de cette assemblée générale élective ce matin dans la fédération nigérienne de Kung Fu Wushu. Il s'agit de mettre en place la ligue régionale de Niamey. L'assemblée générale s'est déroulée à la maison des jeunes Djadoustekou de Niamey. C'était en présence de plusieurs invités, parmi lesquels le directeur des sports, nous précise Memouna Daouda et Halidou Bourema. C'est une assemblée générale élective de la Ligue régionale de Niamey, placée sous le thème de Kung Fu Wushu qui sera très haut le tricolore nigérien parmi les nations sportives mondiales. En effet, comme le slogan l'indique, la Fédération nigérienne de Kung Fu Wushu œuvre inlassablement dans la mise en place d'une fondation solide permettant à notre pays de bénéficier des talents imbibés du savoir et rodés en pratique afin de faire flotter le drapeau de notre pays lors des grands rendez-vous sportifs internationaux. Elle vise les objectifs spécifiques suivants: fortifier le caractère et les qualités morales, conserver et améliorer l'état de santé, inculquer le respect d'autrui, s'exprimer sur le plan artistique et sportif, former et encadrer les pratiquants dans les compétitions régionales, nationales et internationales, former les instructeurs, les juges et les arbitres. Présent à cette assemblée générale,
Le directeur régional des sports de Niamey n'a pas manqué d'encourager la jeune fédération nigérienne de Kung Fu Wushu. Vous êtes une jeune fédération qui met sa ligue en place. Vous devez de savoir que Niamey est la vitrine du sport au Niger. Donc la ligue qui sera mise en place dans quelques instants devrait tout faire pour le rayonnement de la discipline au niveau de la région. Elle sera la locomotive de la fédération par le nombre de ses licenciés, mais surtout par la motivation déjà affichée depuis 48 heures que nous côtoyons ici à la Maison de la Culture Jade Soukou. Je ne doute plus un instant de vos capacités d'organisation à la prise en charge de cette jeunesse pratiquante du Wushu. La Fédération nigérienne de Kung Fu Wushu est créée le 2 septembre 2013. Elle s'est donnée comme mission de faire honneur au drapeau du Niger dans les compétitions internationales. Pour agrémenter la salle, des séries de démonstrations ont égayé l'assistance. Voilà mesdames et messieurs, point final de cette édition. Merci d'être avec Labari et restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.